Bonjour à tous et bienvenue dans ce numéro bonus du Very Late Show. C'est un nouveau format que je veux tenter où je vais pouvoir parler de sujets un petit peu liés à l'actu mais en même temps qui ne peuvent pas rentrer dans le cadre de l'émission. Je sais pas ce que ça va donner, c'est le premier numéro, j'ai travaillé dessus hier, à voir, je sais pas, je donne pas une récurrence parce que je dis pas je vais en sortir un par mois ou autre, c'est selon les inspirations. Cette vidéo, vous l'avez vu dans la miniature, c'est pour parler de deux personnes que j'admire beaucoup, je reconnais l'une plus que l'autre. Je me suis rendu compte en fait que ces deux personnes qui ont des trajectoires de carrière quand même assez similaires. Vous l'avez vu sur la miniature et le titre, je parle d'Alexandre Astier, dont j'ai parlé vendredi dans l'émission pour faire la critique du film Kaamelott, et Kanye West, dont j'ai parlé tout le temps depuis 10 ans. Quasiment chaque jour de ma triste vie. Et en fait, quand vendredi j'ai fait la critique de Kaamelott, j'ai parlé du personnage d'Alexandre Astier que j'ai un petit peu critiqué, et en voyant d'autres critiques sur le film Kaamelott, en parlant d'Alexandre Astier, en entendant ce que certaines personnes pensaient d'Alexandre Astier, je me suis rendu compte que ça ressemblait beaucoup à Kanye West. Et en fait, en creusant un petit peu sur leur vie, leur parcours, leurs ambitions artistiques, je me suis rendu compte qu'ils auraient pas un peu les mêmes trajectoires de carrière, ce serait pas un petit peu les mêmes, Alexandre Astier et Kanye West. Forcément, je sais que là, vous vous dites que c'est pas évident la ressemblance entre les deux. Surtout que d'un côté, on parle d'un mec qui fait des séries et des films sur la table ronde, et de l'autre, un rappeur qui a dit qu'il aimait les nazis. Donc forcément, le lien, il se fait pas tout de suite. Mais vous allez voir qu'en fait, quand je vous l'explique un petit peu, c'est évident. Alexandre Astier est né en 1974 à Lyon, fils de Lionel Astier et Joël Sevilla, tous deux comédiens. Donc oui, Alexandre Astier est un nepo baby. De son côté, Kanye West est né en 1977 à Atlanta, fils de Donda West, professeur d'anglais à l'université, et de Ray West, ancien membre des Black Panthers et premier journaliste afro-américain du journal d'Atlanta. Ses parents divorcent très rapidement et son père va être beaucoup moins présent dans sa vie puisqu'à 3 ans, Kanye et sa mère déménagent du côté de Chicago et même à 10 ans, il part vivre 1 an en Chine parce que sa mère avait un poste là-bas. Donc oui, Kanye West a vécu en Chine. Il parlait chinois à une époque, mais il a totalement oublié. Alexandre Astier, lui, rentre au conservatoire de Lyon à l'âge de 6 ans, et du coup je me rends compte que c'est ce monument devant lequel je passe quand je cours. Je me disais bien qu'il était quand même très joli. Au conservatoire, il rencontre Benjamin Biolay, et lui, il travaille sur tout ce qui est musique. Arrangement, production, orchestration, jazz, lyrique, il fait un peu de tout. Il continue son cursus à l'American School of Modern Music de Paris, et en fait, c'est la musique qui prend plus de place dans la vie du jeune Alexandre Astier, et la comédie arrive un petit peu par hasard. Lui veut faire de la musique, et puis finalement, il est rattrapé par la passion de ses parents. À peu près au même âge, Kanye West crée ses premières œuvres artistiques, des poèmes, des dessins, il est déjà plus dans l'art, mais c'est la musique qui arrive après, au collège et au lycée, avec ses premières prods qui commencent à vendre du côté de Chicago. Donc deux artistes qui très jeunes ont une sensibilité artistique et pas forcément dans leur art de prédilection ensuite. Là, ça commence déjà à faire un point commun. Dans leur adolescence, ils ont quelques projets, Alexandre Astier a un groupe dont il est leader, Kanye lui crée des prods qu'il vend à des petits rappeurs de Chicago et commence petit à petit à créer quelque chose, à avoir quelque chose d'un petit peu solide. Mais il va falloir attendre la fin des années 90, voire même le début des années 2000 pour que, ça y est, on commence à avoir une certaine reconnaissance pour les deux artistes. On va commencer avec l'année 2001 qui est importante pour tous les deux puisque c'est une année où ça y est, ils vont commencer à être enfin reconnus par leur père, mais pas mis en avant. En 2001, Alexandre Astier crée Le Jour du Froment, qui est un petit succès, une pièce de théâtre mise en scène par Jean-Christophe Habert, qui sera Caradoc ensuite dans Kaamelott. C'est un succès à tel point que la pièce est diffusée sur France 4 à la télévision. Durant cette même période, il a 2 courts-métrages, Un soupçon fondé sur du gras, qui est son premier court-métrage qu'il a écrit et réalisé dans lequel il joue. Et aussi le court-métrage Soyons Sport, dans lequel on retrouve Franck Pitio, qui va ensuite jouer Perceval dans Kaamelott. Il ne réalise pas ce court-métrage, mais il est acteur, scénariste, monteur, directeur d'acteurs et compositeur. En 2001, de son côté, Kanye West commence à avoir une certaine renommée grâce à 4 productions qu'il a posées sur l'album The Blueprint de Jay-Z, et en plus il commence enfin à être crédité comme rappeur parce qu'on entend sa voix sur un des morceaux de l'album. Les deux, sur la même année, commencent à être reconnus mais ne sont pas encore de grandes stars. On connaît un petit peu leur nom, dans le métier ils commencent à être reconnus mais le public ne les connaît pas encore et ça ne devrait tarder. Leurs parcours se suivent complètement puisqu'en 2003 c'est une année charnière pour tous les deux. Alexandre Astier réalise le court-métrage Dies Irae qui est en fait la première version de Kaamelott, un court-métrage de 14 minutes où on suit les aventures des chevaliers de la table ronde avec Alexandre Astier dans le rôle d'Arthur et la quête du Graal. C'est un court-métrage qui va faire son petit boucan dans le monde des courts-métrages, et oui, j'aime beaucoup cette expression, qui va remporter de nombreux prix, notamment des prix au Festival Juste pour Rire de Montréal et aussi un prix au Festival du court-métrage de Meudon dont le président n'est autre que Yvan Le Bolloc. Yvan Le Bolloc, c'est celui qui a créé et qui joue dans la série Caméra Café qui est le programme court phare d'M6. Sauf qu'en
2003, c'est la fin de Caméra à Café et ils veulent trouver un programme pour les remplacer. Yvan Le Bolloc aime tellement le court-métrage d'Yassiré qu'il propose à Alexandre Astier de rencontrer la société de production Calt Production pour leur proposer de faire une adaptation de Yassiré en programme court. Et la suite, vous la connaissez, M6 accepte et Yassiré devient Kaamelott et la validation arrive le jour des 30 ans d'Alexandre Astier. De son côté, en 2003, Kanye West sort son premier morceau, Through the Wire, qui sera le premier extrait de son futur album qui sera son premier, The College Dropout. Le morceau a une histoire particulière parce qu'il était enregistré après un accident de voiture où Kanye West s'est fracturé la mâchoire à 3 endroits différents. Il s'était assoupi après une longue session au studio, hop, il s'est fait percuter par une autre voiture, il a failli mourir. Mais non, le fait de frôler la mort l'a fait réfléchir et lui a donné encore plus de motivation à réussir. Parce qu'à cette époque, je vous l'ai dit, Kanye West c'était un producteur. Il a été sur The Blueprint, il a bossé pour Alicia Keys, pour Mos Def, pour T-Pain. C'est un producteur, mais il n'est pas encore rappeur parce que les gens ne croient pas trop en lui. Et du coup, avec ce morceau, il se motive, l'enregistre pour prouver qu'il est vraiment motivé et que même avec la mâchoire fracturée, il va quand même enregistrer et que personne ne va lui enlever son rêve de devenir rappeur un jour. Le morceau est un succès et du coup, c'est validé. Il aura droit à son premier album qui sortira en 2004. The College Dropout, ce premier album de Kanye West, sort le 10 février 2004 et c'est directement un succès. Numéro 2 au Billboard première semaine, nommé meilleur album de l'année par de nombreux magazines spécialisés, nommé 10 fois au Grammy 2005, c'est-à-dire que c'est un record, aucun artiste n'a fait mieux sur cette édition. Il remporte le Grammy du meilleur album rap et du meilleur morceau rap pour Jesus Walk. L'album est un succès critique et commercial et tout le monde se dit mais qui est ce fou qui est Kanye West? Comment a-t-il pu créer quelque chose d'aussi fou pour son premier album? Moins d'un an plus tard, il y a une autre création artistique plutôt folle qui commence à décontenancer les habitudes du petit écran, puisque le 3 janvier 2005, Kaamelott est diffusé pour la première fois sur M6. Et là aussi, c'est un succès immédiat, puisque moins d'un an plus tard, ils sont plus de 5 millions à suivre les aventures d'Alexandre Astier. À la base, M6 n'avait commandé que 100 épisodes, puis finalement, ils en prendront 200 de plus, puis 600 de plus, tellement c'est un succès. Et là, pour les deux, ça y est, c'est parti, la fin des années 2000, c'est l'autoroute du succès. Avec ses 3 premiers albums, College Dropout, Let Registration et Graduation, Kanye écrase tout sur son passage. Succès critique, succès commercial, des Grammys en veux-tu en voilà. C'est le rappeur le plus important, le plus créatif et le plus aimé aux États-Unis. De son côté, Alexandre Astier s'impose avec Kaamelott et devient le programme court le plus important d'M6 et peut-être le plus culte du XXIe siècle. Et les audiences ne font que grimper, tellement qu'on lui donne beaucoup de liberté et que après le format de 3 minutes 30, on passe à 7 minutes et même à des primes. Et la réussite des deux, que ce soit Kanye West avec ses albums ou Alexandre Astier avec Kaamelott, leur permet un peu de changer les règles du jeu. Ils ont bien plus de liberté et peuvent être un peu plus radicaux dans leurs propositions artistiques. Puisqu'après ces 3 premiers albums, Kanye West change de direction et propose 808 and Heartbreaks et l'album My Beautiful Dark Twisted Fantasy. De son côté, Alexandre Astier change un petit peu la ligne directrice de Kaamelott, puisqu'en 2007, ça commence à devenir un peu plus sérieux avec les 2 derniers livres, et même le dernier livre arrive en prime avec des dramas d'1 heure pour chaque épisode. Dites-vous qu'Alexandre Astier est parti d'un programme court façon Caméra à Café pour faire des drames d'1 heure et demie tournés à Cinecittà à Rome sur M6. Franchement, c'est très très fort. Ils sont tellement forts qu'ils arrivent à changer et faire des choses qui ne sont pas prévues normalement dans le système. Avec l'album 808 and Heartbreak, Kanye West fait quelque chose qui n'a jamais été fait. Kaamelott, on n'imagine pas un programme court qui devient aussi sérieux et imposer ce genre de programme, imposer c'était pas bon mot, mais proposer ce genre de programme en prime time sur M6, les mecs ont tout cassé, les mecs font ce qu'ils veulent. Là, vous commencez à voir qu'il y a quand même une certaine similitude. Parce que oui, au-delà du fait de... Bah oui, vu qu'ils ont à peu près le même âge, ils vont percer au même moment et les succès vont arriver au même moment. Non, ils percent au même moment, ils ont les succès au même moment et surtout, ils changent les règles du jeu au même moment. Les années 2000 sont vraiment marquées par Alexandre Astier et Kanye West. Mais est-ce que ça va continuer ? Et oui, à un moment donné, quand tu ne fais que des succès, il y a un moment où ta chute va arriver. Qu'est-ce que c'est une chute pour des artistes à qui tout réussit ? Bah peut-être juste une œuvre qui ne plaît pas à tout le monde. Et c'est ce qui va arriver pour les deux, et encore une fois, plus ou moins au même moment. En 2012, Alexandre Astier sort son premier film, David et Madame Hansen, qui ne marche pas vraiment. Le pitch est très simple, Alexandre Astier est un ergothérapeute qui travaille dans une clinique pour riches et doit s'occuper d'une patiente souffrant d'amnésie. Les deux se lient d'amitié et partent à l'aventure. C'est un road movie dramatique qui ne convainc pas trop les critiques, qui sont plus que mitigés, et le public est un petit peu dérouté parce qu'il s'attendait à voir du Kaamelott. Ça fait 5 ans qu'il voit Alexandre Astier en Roi Arthur et qu'il propose quelque chose qui est du style du péplum ou de la fantasy. Le voir faire un film très sérieux, ça les a un petit peu déboussolés. Et au final, le film ne fait même pas 100 000 entrées. En 2013, Kanye West, fort du succès de My Beautiful Dark Twisted Fantasy et de son album collaboratif avec Jay-Z, sort un album qui lui aussi va être radical et qui va diviser un petit peu les critiques et le public, l'album Yeezus. Sorti en 2013, c'est un album plus expérimental, plus industriel, où
Kanye est un petit peu énervé et propose un son qui est très différent de ce qu'il a pu proposer sur ses albums d'avant. Autant vous dire que les premiers retours sont plus que mitigés. 327 000 ventes première semaine, ce qui est le plus faible total de la carrière de Kanye West à l'époque. Et si les critiques ont plutôt bien accepté cet album et qui est maintenant considéré comme quelque chose d'influent et d'important, du côté du public c'est compliqué. 327 000 ventes première semaine, je vous l'ai dit, et une baisse de 80% en deuxième semaine parce qu'en fait il n'y a pas de promo. Et un des thèmes récurrents de l'album Yeezus, c'est le fait que Kanye West n'est pas accepté par le monde de la mode. Et justement, on va en parler de ça. Je vous l'ai dit en début de vidéo, les deux aimaient faire beaucoup de choses quand ils étaient petits. Alexandre Astier faisait de la musique, mais aussi du théâtre. Kanye West écrivait, faisait des dessins, faisait de la musique. C'était vraiment de vrais touche-à-tout. Et maintenant qu'ils sont adultes et qu'ils ont une certaine renommée, eh ben ils peuvent être vraiment touche-à-tout. Alexandre Astier remonte sur les planches avec des seuls en scène, lui qui habituellement faisait des pièces de théâtre. Ça démarre avec Que ma joie demeure, un spectacle qu'il jouera entre 2012 et 2013 qui parle de la vie de Jean-Sébastien Bach. Et Alexandre Astier est un fan de Jean-Sébastien Bach depuis tout jeune. Quand il l'a étudié au conservatoire, il était devenu fou de son concerto pour deux violons et n'a cessé de travailler et d'étudier comment Jean-Sébastien Bach pouvait faire une musique aussi belle. Et il enchaîne avec le spectacle Exoconférence, là aussi un seul en scène, où il parle des extraterrestres, de la Voie lactée et de tout ce qui le passionne, c'est-à-dire l'espace. Ces deux pièces sont des succès critiques et commerciaux, ça dure plus d'1 an et demi, il y a 50 000 DVD qui sont vendus pour l'Exoconférence, à tel point qu'Universal vient remettre un prix à Alexandre Astier lors de la dernière représentation. Et qu'est-ce qu'il n'avait pas encore fait Alexandre Astier? De l'animation? Ok, il va faire ça aussi, puisqu'il va réaliser 2 films Astérix avec Louis Clichy, d'abord Le Domaine des Dieux en 2014 et Le Secret de la Potion Magique en 2018. Et là aussi, c'est 2 succès critiques qui contrastent avec les relatifs échecs des films live-action d'Astérix qui, depuis Mission Cléopâtre, ont beaucoup de mal à être acceptés. Et je vous disais dans l'album Yeezus, Kanye West parlait de sa relation avec la mode. En 2015, il signe un accord avec Adidas pour lancer la marque Yeezy et le premier modèle sont les Yeezy Boost 750. Pas la plus belle paire de chaussures, mais elle marche directement. Yeezy, c'est un succès, c'est la marque de sneakers la plus influente des 10 dernières années. Ça a même dépassé Jordan en termes de vente, c'est en tout cas ce que dit Kanye West dans The Life of Pablo. Et Yeezy a changé beaucoup de choses, que ce soit dans les modèles avec des lignes qu'on n'avait jamais vues, des silhouettes étonnantes. Ah bah je vous ai dit que je les aimais beaucoup, donc du coup oui, j'en ai acheté des Yeezy. J'en ai acheté. Et il va aussi modifier la façon de vendre des chaussures puisque c'est lui qui va lancer les raffles, les tirages au sort. Au lieu d'avoir des gens qui font la queue devant des magasins, et ben non, ça va être tiré au sort, tu t'inscris et si tu gagnes, tu auras la chance d'acheter des chaussures. Ce qui fait que du coup, ça devient des objets rares, des objets de luxe, des objets de collection et les prix montent en flèche et du coup, les ventes aussi. Puisqu'en 2019, c'est 1,3 milliard de dollars de revenus pour la marque Yeezy et 1,7 milliard de dollars en 2020. Kanye West devient ensuite milliardaire, non pas grâce à sa musique, mais grâce aux ventes de Yeezy. Programme court, cinéma, théâtre, Alexandre Astier sait tout faire. Rap, production, mode, Kanye West sait tout faire aussi. Mais alors est-ce que ça va s'arrêter un jour? Est-ce que d'un coup ça va être moins bien ce qu'ils vont faire? Ce serait quand même étonnant. Et ce qui serait d'autant plus étonnant, c'est que ça arrive plus ou moins au même moment. Là, ça ferait quand même beaucoup de points communs, non? Les années 2020 sont la 3e décennie où Alexandre Astier et Kanye West sont des figures importantes de la pop culture et c'est à partir de ce moment-là que ça commence à être un poil moins bien selon beaucoup de gens. On va démarrer avec l'année 2021 qui est encore une fois une année importante pour les deux artistes. En 2021, Alexandre Astier sort enfin le premier film de Kaamelott, ça fait plus de 10 ans qu'il en parle, il veut lancer sa trilogie et bien le premier volet sort enfin en salle. 2 millions de spectateurs, c'est un succès commercial même s'il faut prendre en compte le contexte avec la réouverture des salles de cinéma après plusieurs mois de pause en raison du coronavirus. Mais s'il y a 2 millions de personnes qui viennent, les critiques, elles, sont très mitigés et ont un certain doute sur les qualités d'Alexandre Astier pour passer à la réalisation sur grand écran. La même année, Kanye West sort son 10e album Donda du nom de sa défunte mère. Et là aussi, beaucoup de travail pour Kanye West qui reste enfermé 1 mois et demi au Mercedes-Benz Stadium d'Atlanta pour enregistrer l'album. Numéro 1 première semaine, plus gros jour de l'année sur Apple Music avant la sortie de Certified Lover Boy, des millions de spectateurs qui regardent les listening parties, mais les critiques sont là aussi plus que dubitatives. Et ça continue ensuite avec Kaamelott 2e volet partie 1, ce qui est beaucoup trop long à dire, qui est sorti la semaine dernière. Au vu de ce que vous avez pu voir sur YouTube, ma vidéo, celle des autres et les critiques presse, là ça commence à être très critique. Même chose pour Kanye West qui l'année dernière a sorti Vultures 1 et Vultures 2, 2 albums collaboratifs avec Ty Dolla $ign qui ont plutôt bien marché. Le premier a été numéro 1 et a même vu le single Carnival être numéro 1 au Billboard, ce qui fait que Kanye West est le premier rappeur à avoir 3 numéros 1 sur 3 décennies différentes. Les critiques ont trouvé ça moyen
et le deuxième volet sorti au mois d'août a été largement critiqué. Et ça se voit dans l'évolution des notes des œuvres culturelles des uns et des autres. Quand on regarde IMDb pour Alexandre Astier, la série Kaamelott a une note de 8,8 sur le site avec plus de 4000 votants, alors que le premier film Kaamelott avec le même nombre de votants a une moyenne de 6,1, ce qui est quand même honorable mais beaucoup moins que 8, et c'est la même note pour le deuxième film avec beaucoup moins de votants là pour le coup. Et cette déchéance en termes de notes est peut-être plus flagrante du côté de Kanye, parce que si on regarde Pitchfork, qui est un magazine de référence et qui note des albums chaque semaine, The College Dropout, son premier album, a eu la note de 8,2, The Life of Pablo, sorti en 2016, a eu la note de 9 sur 10, alors que Donda, sorti en 2021, a été crédité d'un beau 6 sur 10, et Vultures 2, 4,6 sur 10, le plus bas atteint dans la carrière de Kanye West. Mais comment ça se fait que d'un coup ça soit moins bien? Comment on explique ça? Eh bien ça peut s'expliquer à cause de la personnalité des deux artistes. Si j'ai décidé de faire cette vidéo en expliquant que Alexandre Astier et Kanye West étaient les mêmes, c'est pas seulement parce que chronologiquement et en termes de trajectoire leur carrière se ressemble, c'est aussi parce qu'on a créé plus ou moins les mêmes personnages. On l'a vu, ce sont des artistes qui ont modifié et chamboulé les règles du jeu à leur arrivée dans les années 2000 et qui en 2010 ont montré qu'ils étaient capables de tout faire. Mais au-delà de ça, ce sont aussi des grandes gueules qui n'hésitent pas à prendre la parole et surtout à critiquer les institutions, voire même les autres créateurs. On peut penser à Alexandre Astier qui, sur le plateau de Morandini, critiquait véhément la télé-réalité. Il a critiqué TF1 après que Pierre Mondy l'ait remercié pour son magnifique monologue lors du livre 6 de Kaamelott. Et lors d'une Comic-Con, il a dit « Les gens de TF1 qui n'ont jamais pu pondre un bon texte à Pierre Mondy pendant 20 ans, je les emmerde ». Il est aussi très critique à l'égard du système scolaire, je le cite « L'école ne devrait pas seulement apprendre à obéir, mais à comprendre pourquoi on obéit ». Il est aussi très critique au sujet du niveau des comédies françaises, expliquant que c'est pas parce qu'on fait de la comédie qu'il faut faire des films paresseux. Et en termes de critique, Kanye West n'est pas en reste. Lors d'un live caritatif organisé en 2004 pour aider les victimes de l'ouragan Katrina, il avait pris la parole en disant « George Bush doesn't care about black people », ce qui veut dire « George Bush n'en a rien à faire des Noirs aux États-Unis ». Une phrase qui, vous pouvez l'imaginer, a créé une certaine polémique. Mais ça, pour le coup, Kanye est plus habitué qu'Alexandre Astier. Il a aussi critiqué l'homophobie dans le rap lors d'une interview avec MTV en 2005, et il s'est plaint aussi du marketing réalisé par certaines marques avec des stars, avec cet extrait culte d'une interview de 2013 où il parle de Lady Gaga et de Polaroid. I like some of the Gaga song, what the fuck does she know about camera? Ce qui veut dire, j'aime beaucoup certains morceaux de Lady Gaga, mais qu'est-ce qu'elle y connaît en appareil photo? Autre point commun entre les deux, c'est qu'ils ont une fanbase hardcore. Vous avez en face de vous un gros fan de Kanye West, et autant vous dire que des groupes de fans de Kanye West, il y en a énormément sur les réseaux sociaux. Il y a une vraie communauté qui s'est construite en 20 ans autour de Kanye West, et qui surtout est très engageante. Ils vont défendre Kanye West corps et âme, peu importe ce qu'il va dire ou faire et proposer. Ils vont le suivre quoi qu'il arrive. Imaginez-vous que depuis des années, il ne fait plus de concerts mais des listening parties où en gros il fait écouter les albums dans des salles et lui il ne chante pas, juste il danse. Ah, faudrait vraiment être con pour y aller et payer 135 €. Vraiment être con. Et vous l'avez vu avec Yeezy et le succès d'Yeezy, il en vend tellement il a une fanbase hardcore et qui ne va pas lâcher Kanye West et qui va pouvoir dire qu'il est le GOAT à tout bout de champ. Mais Alexandre Astier, c'est pareil, avec Kaamelott, on n'a jamais vu une œuvre française qui a eu une communauté aussi hardcore. Le nombre de personnes qui vous sortent des citations comme Le Grâce à la vie ou C'est pas faux, tout le merch et les produits dérivés qui ont été vendus, avec la BD notamment, et il y a une vraie communauté. Et la preuve, c'est qu'il y a quand même un mec qui a vu 204 fois le premier film, ce qui constitue un record du monde du plus grand nombre de visionnages d'un même film. Les fans de Kaamelott aiment bien dire qu'ils sont fans de Kaamelott et ils aiment surtout être fans d'Alexandre Astier, qu'ils considèrent un petit peu comme un génie, voire un demi-dieu. Et en fait, c'est ça, cette communauté a créé des personnages qui sont un petit peu des divinités. J'ai souvenir d'une blague dans le Floodcast où Flaubert disait que Alexandre Astier, c'était le Tupac des Blancs. Bah, c'est un peu ça. Qui n'aime pas Alexandre Astier? Qui émet des critiques sur Alexandre Astier? Alexandre Astier est aimé parce qu'il fait du très bon travail, ce qui est vrai, qu'il est cultivé, ce qui est vrai, qu'il est passionnant, ce qui est un peu moins vrai, et qu'en fait on peut le lancer sur tout. Et c'est un peu ça le problème. On a mis en avant Alexandre Astier parce qu'on trouve que c'est un génie. Même chose pour Kanye West, dès qu'il a une intervention publique, on considère que c'est génial. Toutes les interviews sont forcément scrutées et sont des événements. Alors que c'est pas tout le temps le cas. Les deux ont beaucoup d'ego. Et ce qui peut se comprendre et ce qui est légitime, parce que quand tu as créé tout ce qu'ils ont créé, tu peux avoir de l'ego. Là aussi, la différence, c'est qu'il y en a un des deux qu'on a un petit peu plus. C'est Kanye West. Même si je suis pas sûr qu'il en ait plus, je pense qu'il l'assume plus. Il a quand même un morceau qui s'appelle I Am a God et lui-même en interview se compare à Walt Disney ou Albert Einstein. Alexandre Astier fait pas ça, mais Alexandre Astier, on sait qu'il a une grande estime de lui. Et ce qui peut se comprendre, moi je critique pas ces gens-là, mais là aussi il faut remarquer que les deux ont beaucoup d'ego et c'est un cercle vicieux. Et le problème c'est qu'on l'a vu sur les années 2020, ils sont un petit peu moins géniaux. Autant en termes de succès public ça marche toujours, mais en termes de succès critique, c'est un petit peu moins bien. Les deux sont considérés comme des génies, les deux savent qu'ils sont des génies, du coup un veut absolument prouver que c'est un génie et l'autre n'a plus du tout envie de le prouver. Et c'est là, du coup, la seule distinction que je fais entre Alexandre Astier et Kanye.
Du coup, même génération, même appétence pour l'art, mêmes ambitions personnelles, succès et critique plus ou moins en même temps et surtout même personnage médiatique. J'espère vous avoir prouvé que Alexandre Astier et Kanye West se ressemblaient bien plus qu'on ne pouvait l'imaginer. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, à mettre un petit j'aime, à mettre un commentaire, donnez-moi votre avis, qu'est-ce que vous en pensez, est-ce qu'il y a des choses que vous voulez rajouter, des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Je lirai les commentaires, ça m'intéresse beaucoup. N'hésitez pas à partager l'émission sur les réseaux sociaux parce que ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à lundi. Salut la team!